Alors donc juste maintenant on va passer à la partie principalement donc sur la partie XML. Donc il faut juste retenir une chose rapidement. Dans la première partie, qu'est-ce que nous avons dit que XML il a été créé principalement c'est pour automatiser l'échange de données entre les systèmes d'information. Et qu'un document XML il est fait donc pour transporter des données d'un système d'information à l'autre. Et que dans XML, la particularité de XML, c'est qu'on sépare les données, les structures et la mise en forme. Et que les données d'un document XML sont organisées d'une manière hiérarchique. C'est un modèle hiérarchique. Alors, j'ai fait une similitude entre le modèle relationnel et le modèle hiérarchique. Bah, c'est vrai, j'ai parlé de beaucoup de choses, mais c'est exprès que je fais ça parce qu'on est au début. J'essaie à chaque fois peut-être de revenir sur, on va dire, les points zéro, enfin restart. C'est toujours bien de se reposer ces questions-là. Et comme ça, pour les gens qui n'ont pas les prérequis, ça leur donne en fait l'occasion un petit peu c'est-à-dire de savoir par quoi il faut commencer. Alors maintenant, en fait, comme je disais, un document XML, un document XML, c'est une base de données. On va dire, qui organise les données d'une manière hiérarchique. Alors, par exemple, supposons je veux par exemple représenter les données d'une bibliothèque. Ah, merci de l'avoir dit. Qu'est-ce qui se passe? C'est bon? Quand je parle comme ça, vous voyez rien à l'écran, monsieur, on voit rien. Les autres, ils voient. Andy. Ah, Andy, je sais. Okay. Donc voilà. Alors, en fait, supposons je veux représenter les données qui représentent par exemple une bibliothèque. Et je dis par exemple, je vais faire ça en format XML. J'ai une bibliothèque dans laquelle je vais représenter les données de plusieurs étudiants. Donc vous voyez donc ici, pour moi, le nom racine, c'est quoi? C'est la bibliothèque. Et dans Biblio, j'ai plusieurs étudiants. Et chaque étudiant peut emprunter plusieurs livres. Alors, si je veux écrire un document XML qui représente les données, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer d'abord. Il y a une première ligne qu'on va retrouver toujours dans un document XML, c'est toujours comme ça. Bon, c'est ce qu'on appelle le prologue, dans lequel on va trouver la syntaxe XML, la version, bon, c'est toujours 1.0. Bon, ça a été créé comme ça, ça reste comme ça. Et après, il y a un paramètre qui s'appelle encoding. Encoding, c'est le codage des caractères, parce que vous savez très bien qu'un document XML comme une base de données, comme les fichiers, c'est des documents qui contiennent du texte, n'est-ce pas? Et quand vous mettez du texte, il y a ce qu'on appelle le codage des caractères. C'est-à-dire dans un fichier texte, je peux stocker du texte en arabe, chinois ou peut-être des caractères romains. Vous voyez? Donc ça veut dire qu'il y a la notion de c'est-à-dire l'encodage des caractères, on utilise quelle table de codage des caractères. Alors le fait d'utiliser UTF-8, donc ça c'est juste par indication, UTF-8, par exemple si vous voulez écrire des documents XML dans lesquels vous avez des accents, n'est-ce pas? A accent, E accent, etc. Ben, tout simplement avec UTF-8 on peut encoder ce genre de caractères. Mais il y a d'autres... par exemple, si vous voulez écrire, par exemple, un document XML dans lequel vous mettez c'est-à-dire du texte en arabe, donc on peut pas faire avec UTF-8. Donc il faut utiliser un autre type de codage, comme par exemple l'Unicode, etc., etc. Mais globalement, donc vous pouvez pour le moment faciliter la compréhension. On va dire que d'une manière générale, dans un document XML, il y a toujours une première ligne dans un document XML qui indique quoi? H version. XML, c'est toujours 1.0. Et après, quel codage de caractères? Parce que le parseur XML, c'est lui qui va lire le parseur XML. Vous voyez? Qu'est-ce qui va lire le document XML? C'est le parseur XML.
Et le parseur XML, quand il lit généralement un document XML, il a besoin de savoir, avec le texte qui est écrit dans XML, il utilise quel codage ASCII, c'est-à-dire quel type de codage. Alors donc, maintenant, ça c'est cette première ligne, généralement, il est toujours présente dans les documents XML. Après, qu'est-ce que je vais avoir? Bien, tout simplement, je vais créer des balises. Alors, un document XML, dans notre cas, notre fichier XML, il va commencer par une balise que je vais appeler biblio. Donc, vous voyez donc la notion de XML, Extensible Markup Language. Je extensible. Extensible, c'est-à-dire, c'est à moi de donner des balises que je veux. Mais je ne sais pas HTML. HTML, vous avez des balises qui sont prédéfinies. XML, non. Par exemple, je représente une bibliothèque, donc je vais créer une balise que je vais appeler biblio, ou bien bibliothèque. Donc je peux l'appeler comme je veux. C'est à moi de choisir. OK? Et à l'intérieur de biblio, je vais ici, donc je vais représenter des étudiants. Et pour moi, un étudiant, c'est une balise. Donc vous voyez, donc chaque balise étudiant, je peux définir ce qu'on appelle des attributs. Alors ici, par exemple, étudiant, il est défini par un attribut qui s'appelle le code, dont la valeur est 1. C'est-à-dire cet étudiant-là, il a un code égal à 1, le nom égal à A, le prénom égal à B et l'âge égal 23. Alors vous voyez donc code, le nom, prénom et âge, c'est ce qu'on appelle des attributs. Ok? C'est des attributs. Alors maintenant, vous voyez donc ici, vous voyez, donc je suis dans Biblio, et dans Biblio, j'ai un étudiant. Mais à l'intérieur de étudiant, j'ai quoi? J'ai deux livres. Donc avant de fermer étudiant, je vais ajouter une balise qui s'appelle livre. Et dans livre, qu'est-ce que je vais mettre? Donc livre, donc je définis un livre par son ID, par son titre, par la date de prêt et par l'attribut rendu. Rendu, c'est-à-dire est-ce qu'il a rendu le livre ou pas? Oui ou non. Donc ici, donc j'ai un élément livre, n'est-ce pas? Je vais ajouter un deuxième élément livre. Et après, je vais fermer l'étudiant. Je fais slash étudiant. Donc vous voyez, donc l'élément étudiant contient combien de livres? 2 livres. Et je vais ajouter maintenant un deuxième étudiant. Et l'étudiant, il a emprunté un livre. Slash étudiant. Et à la fin, qu'est-ce que je vais faire? Slash biblio. Vous voyez donc, qu'est-ce que je viens de créer? Je viens de créer un document XML. C'est un fichier XML qui contient les données. Les données de ce fichier XML sont organisées de manière hiérarchique. C'est un arbre. D'accord? Et pour représenter la structure des données, comme vous voyez ici, je dis que biblio est défini ici par plusieurs. Vous voyez ici, biblio. J'ai plusieurs étudiants. Là, je mets un plus là, plus ça veut dire plusieurs. OK? Et chaque étudiant est défini par ses attributs. Quels sont les attributs de l'étudiant? Le code, le nom, le prénom, l'âge. Et chaque étudiant contient plusieurs livres. Et un livre est défini par ses attributs ID, le titre, date de prêt et le rendu, l'attribut rendu. Vous voyez, c'est quoi ça? C'est une base de données hiérarchique. Supposons, je veux représenter ces données-là dans une base de données relationnelle. Qu'est-ce que je vais avoir? Eh bien, je vais dire, modèle relationnel, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, un étudiant peut emprunter plusieurs livres. N'est-ce pas? Un livre peut être emprunté par plusieurs étudiants. Donc, je vais avoir une relation de type plusieurs à plusieurs, many to many. Et dans le modèle relationnel, donc, je vais créer une table pour stocker les étudiants et je vais créer une table pour stocker les livres, mais je vais avoir ce qu'on appelle une table relation. Une table dans laquelle je vais avoir le ID de l'étudiant et ID du livre qui indique par exemple que tel étudiant a emprunté tel livre. Donc, sur la base de données relationnelle, je vais avoir combien de tables? Trois tables. Ça, c'est le modèle relationnel. Mais ici, dans le modèle hiérarchique, ici, avec XML, voilà comment je représente ma base de données. Bien. Merci. Oui. Est-ce que tout le monde faut faire cet enchaînement? ID, titre, data, on peut switcher le côté.
On peut, par exemple, commencer par Oui. chiffre. Alors justement, c'est ce que je vais dire. En fait, l'ordre des attributs n'est pas obligatoire. Vous pouvez commencer, c'est comme dans une table, les colonnes, vous pouvez commencer par la première colonne, la deuxième, l'ordre des colonnes n'est pas important. La même chose pour les attributs, en fait, on peut faire ce qu'on veut. Alors maintenant, pour que ça soit un document XML bien formé, donc un document XML bien formé, c'est très simple. On a besoin de respecter 4 règles. 4 règles. Je nomme les 4 règles. La première règle, c'est quoi? C'est qu'un document XML doit avoir un élément racine. Ça veut dire quoi? C'est qu'un document XML, il doit commencer par une balise et il doit se terminer par slash balise. Vous voyez ici, donc, c'est quoi la racine de ce document XML? C'est biblio. Donc, un document XML qui n'a pas d'élément racine, ce n'est pas un document XML. Le parseur XML n'acceptera jamais un document XML qui n'a pas une racine. C'est la première règle. La deuxième règle, c'est que toutes les balises doivent être fermées. Alors, j'ouvre ici la balise biblio, et là, je dois fermer avec slash biblio. Ici, j'ai étudiant, je dois avoir ici slash étudiant. Regardez, j'ai livre, mais je n'ai pas slash livre. Alors, quand vous voyez donc ici, vous mettez livre, vous pouvez ajouter ici slash livre. N'est-ce pas? Mais quand vous avez un élément entre livre et slash livre, il n'y a rien. Parce qu'entre livre et slash livre, il n'y a rien. Dans ce cas-là, on dit que livre, c'est un élément empty. Il est vide. Et quand vous avez un élément qui est vide, au lieu de mettre slash livre, on va juste ajouter ici un slash. Vous le voyez? Avant le supérieur. Le fait d'ajouter le slash avant le supérieur, ça veut dire quoi? C'est fermé. C'est la balise de fermeture. C'est comme si je fais slash livre. OK? Donc, mais d'une manière générale, la deuxième règle indique que tous les éléments doivent être fermés. Toutes les balises doivent être fermées. Ce n'est pas comme dans le cas de HTML. Parfois, dans HTML, il se peut que vous créez une balise, vous ne la fermez pas et il l'accepte. Le XML, non. Toutes les balises doivent être fermées. C'est la deuxième règle. OK? La troisième règle. Dans la troisième règle, il faut respecter l'imbrication. Ça veut dire quoi, respecter l'imbrication? Ça veut dire que si par exemple, à l'intérieur de Biblio, j'ouvre l'élément étudiant, il est évident que je dois fermer étudiant avant de fermer Biblio. Si à l'intérieur de étudiant, j'ouvre un élément livre, il est évident que je dois fermer livre avant de fermer étudiant. Donc, avec l'imbrication, il faut respecter l'imbrication. Donc, c'est-à-dire si parfois vous ouvrez étudiant et vous mettez livre, et après vous mettez slash étudiant, après slash livre, le parseur XML n'acceptera jamais. Ça, c'est la troisième règle. La quatrième règle, c'est quoi? La quatrième règle, c'est que la valeur des attributs, vous voyez donc ID, le titre, c'est des attributs. La valeur des attributs doit être entre double quotes. Vous voyez donc la valeur ici du ID, vous avez ici double quote. Le titre, double quote. Même s'il s'agit d'une valeur numérique, par exemple ici c'est une valeur numérique, il faut la mettre entre double quote. Donc c'est-à-dire la valeur des attributs, il faut mettre les deux, doit être encadré par les double quotes. Ça, c'est la quatrième règle. Eh bien, c'est très simple. Si vous respectez ces 4 règles, vous pouvez dire que vous avez créé ce qu'on appelle un document XML bien formé. Donc, un document XML bien formé, c'est un document XML qui respecte ces 4 règles. Vous voyez donc, ce n'est pas compliqué. Respectez ces 4 règles, vous pouvez créer des documents XML. Monsieur, Oui. voilà. Dans un SGBT SQL, normalement on définit les données dans un premier temps.
Mais c'est comment On définit les structures des données. donc, dans la première ligne, ça suffit. Si par exemple on change les attributs, ça considère comme quoi? Là, attends, j'ai pas compris ta question. Je suis allé. Oui? Dans un SGBD SQL, Oui. relationnel, Relationnel. on définit les données d'abord. On fait la définition, voilà. Là, on déclare la structure des données, si tu veux dire. C'est ça. Oui. Et après, on saisit les données, c'est ça? Voilà, exactement. Ben justement, c'est ce que je vais vous dire maintenant dans XML. Maintenant, ce que vous voyez là, effectivement, ce fichier que vous voyez là, c'est les données. N'est-ce pas? Donc, c'est un document XML bien formé. D'accord? Mais un document XML en réalité, c'est un document qui se compose de trois fichiers. Est-ce que vous vous rappelez tout à l'heure, je disais qu'un document dans XML, on sépare quoi? On sépare les données, les structures et la mise en forme. Donc, généralement, un document XML se compose de trois fichiers. Normalement, les trois fichiers. D'abord, il y a le fichier qui contient les données. C'est celui que je viens de vous montrer. Ouais, qui contient l'arbre des données. Et ensuite, il y a un document dans lequel on doit déclarer la structure des données. C'est-à-dire un fichier dans lequel il faut indiquer comme quoi mon fichier doit y avoir un élément racine qui s'appelle biblio, et que biblio contient plusieurs étudiants, et que étudiant contient plusieurs livres. Et après, il faut dire que un livre est défini par, plutôt un étudiant est défini par un code qui est un nombre, et après la date, etc., etc. Donc ça veut dire qu'il me faut quelque part un fichier dans lequel je déclare la structure des données. Alors dans XML, pour déclarer la structure d'un document XML, il existe deux solutions. Normalement, les deux solutions. Il y a ce qu'on appelle une DTD, Document Type Definition. Alors, c'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Alors, DTD, c'est quelque chose qui avait été hérité de SGML. C'est-à-dire, quand on a créé XML, il se trouvait que SGML à l'époque utilisait déjà les DTD pour déclarer la structure des données. Donc, c'est-à-dire, au début, on a utilisé les DTD. Donc, d'ailleurs, on peut toujours l'utiliser. Mais après, on a vu que les DTD, il y a des limites. On va voir que dans les DTD, il y a des limites. C'est pour cela que, en fait, qu'est-ce qu'on peut utiliser? On va utiliser ce qu'on appelle les schémas XML. Donc, il y a deux solutions, soit DTD, soit XML Schema Document. Les schémas XML. Alors, bien sûr, dans notre cours, nous allons faire d'abord les DTD pour comprendre comment les utiliser, parce qu'ils sont très simples. Et après, on va voir comment utiliser ce qu'on appelle les schémas XML pour déclarer la structure d'un document XML. C'est clair? Donc, vous avez deux solutions pour déclarer la structure d'un document XML, soit DTD, soit schéma XML. Alors, si vous les bases de données, vous savez, il y a, parce que tout à l'heure, je disais SQL, je vous ai dit que dans SQL, il y a les requêtes, des trucs comme ça, n'est-ce pas? Les requêtes, c'est des requêtes SQL qui permettent d'exploiter les données. Yani, sélectionner, chercher, mettre à jour, supprimer, etc. Alors ça, c'est ce qu'on appelle généralement le langage Select, Insert, Update. C'est ce qu'on appelle DML. DML, ça veut dire Data Manipulation Language. C'est-à-dire c'est le langage de manipulation des données. C'est des requêtes qui permettent de sélectionner, d'ajouter, etc. Mais généralement, avant de manipuler les données, il faut d'abord créer les structures de la base de données. Alors, pour créer la structure de la base de données, il y a une autre partie de SQL qui s'appelle DDL. DDL, c'est Data Definition Language. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans DDL? On va trouver des instructions comme Create Table, Alter Table, Alter, etc. Donc, finalement, si je veux créer la structure de la base de données, parce qu'avant d'utiliser une base de données, il faut d'abord que je crée des tables. Je dois dire que j'ai une table qui s'appelle produit. Cette table produit contient un champ qui s'appelle code, qui est de type int, un entier. C'est la clé primaire, etc. Donc, c'est-à-dire pour déclarer la structure d'une base de données, on utilise ce qu'on appelle un langage qui s'appelle DDL, toujours dans SQL. Parce que dans SQL, vous avez des requêtes, plutôt des instructions comme
create table, etc. Ben, c'est la même chose, le XML. Et bien, tout simplement, avant de manipuler un document XML, il faut d'abord déclarer sa structure. Et la structure d'un document XML, pour la déclarer, nous avons deux façons de faire. Il y a DTD ou bien schéma XML. Et le troisième, maintenant, document qui reste, c'est la feuille de style. La feuille de style, c'est quoi? Et bien, tout simplement, c'est un fichier dans lequel je vais indiquer l'affichage. Qu'est-ce que je vais afficher? Je peux afficher au format HTML, je peux afficher en format PDF, je peux afficher les données dans un fichier Excel, je peux créer une feuille de style qui permet de générer des graphiques. C'est-à-dire, la notion d'affichage des données, ça dépend de ce que je veux faire. C'est clair? Je peux par exemple créer une feuille de style qui affiche les données en format HTML. Je crée une deuxième feuille de style qui affiche les données en format graphique. On va voir, il y a ce qu'on appelle SVG, ça fait partie de XML. On peut créer une feuille de style qui permet d'afficher les données sous forme de données multimédia, etc., etc. Donc la notion de la feuille de style, il va s'intéresser à la mise en forme, l'affichage. C'est clair? Alors maintenant, on va regarder un petit peu tout cela. Alors, donc avant de parler de DTD, on peut dire qu'un document XML généralement se compose de deux parties. Il y a la première partie, ce qu'on appelle le prologue. Qu'est-ce qu'on trouve dans le prologue? Généralement, dans le prologue, on trouve 3 lignes maximum, une ligne à 3 lignes maximum. La première ligne, c'est celle que je vous ai dit tout à l'heure. La ligne, il indique la version du XML et le codage des caractères. La deuxième ligne, c'est on déclare la DTD, c'est-à-dire quand je crée un document XML, il faut que j'indique que ce document XML-là, sa structure se trouve dans quel fichier? Il faut que j'indique le fichier dans lequel on a déclaré la structure des documents XML. Supposons que la structure d'un document XML est déclarée dans une DTD, ben on va ajouter la ligne. La ligne dans laquelle on écrit doctype, on spécifie la racine du document XML. Dans l'exemple de tout à l'heure, ça va être quoi? C'est biblio. Système, c'est un mot-clé. Et là, je précise le fichier. Le fichier où se trouve la structure du document, c'est le fichier qui s'appelle produit.dtd. Si c'est un schéma XML, on va utiliser une autre syntaxe, on va voir. Donc, la deuxième ligne. Alors, pourquoi ça? Parce qu'un parseur XML, quand il va lire le document XML, la première des choses qu'il va lire en réalité, c'est ça. C'est la DTD. Il va charger la structure. Et après, quand il va charger les données XML, il vérifie est-ce que les données qui se trouvent dans le fichier XML, est-ce qu'elles respectent ce qui est déclaré dans la DTD. N'est-ce pas? Alors, le troisième, c'est rarement utilisé, la troisième ligne, il y a le prologue, c'est pour attacher une feuille de style. On peut attacher une feuille de style à un document XML. C'est-à-dire, je vous donne un document XML. Si vous l'affichez dans un browser, par exemple, un navigateur, au lieu de voir les données XML, plutôt vous allez voir, c'est la feuille de style. Donc, si vous voulez attacher une feuille de style à un document XML, on va ajouter à la troisième ligne. XML, style sheet. On spécifie le type de feuille de style. Alors, il existe plusieurs façons de créer des feuilles de style, notamment la mise en forme. Parmi les choses les plus utilisées, il y a ce qu'on appelle XSL. XML Style Sheet. Donc, XSL, c'est du XML. Donc, on va voir comment faire ça. Et par exemple, j'ai ici une feuille de style de type XSL. Et le fichier, la feuille de style, ça se trouve dans un fichier qui s'appelle produit.xsl. Vous voyez donc, ça c'est la structure. Et ça c'est la mise en forme. Donc, elle dit la première partie du document XML. La deuxième partie, c'est les données. C'est-à-dire l'instance. Les données, c'est là où vous allez trouver la racine, les données, etc. Okay? Alors, pour les terminologies, rapidement, parce que tout ça, je l'ai déjà dit. Donc, les terminologies à connaître, c'est balise. C'est quoi une balise? C'est un mot-clé qui est choisi par le concepteur et qui est compris entre inférieur et supérieur. Par exemple, ça, c'est une balise, on va l'appeler balise formation. Deuxième, élément. C'est quoi un élément XML? Un élément XML,
c'est un objet XML qui est compris entre la balise début et la balise fin. Par exemple, si je prends formation, ça, tout ce qui est formation, slash formation et le contenu, ce qu'on appelle un élément XML. N'est-ce pas? Donc, vous voyez, donc, un élément XML, il peut contenir du texte, comme il peut contenir des éléments fils. D'abord, étudiant contient des livres. Donc, un élément, c'est comme si vous dites, c'est un nœud dans l'arbre. Un élément, parce qu'un nœud dans l'arbre, il contient quoi? Il peut contenir d'autres éléments fils. Et après, attribut. Et c'est quoi un attribut? Généralement, un élément peut être qualifié par plusieurs attributs. Par exemple, ici, j'ai l'élément formation. Je vais décrire un élément, un nœud formation avec ses attributs. Le code, par exemple, et le type. Donc, je vais dire que code et type, c'est ce qu'on appelle des attributs. Ça, c'est la terminologie. C'est pas compliqué. Et après, je vais rappeler les règles dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, pour qu'un document XML soit bien formé, il doit respecter 4 règles. La première règle, c'est que le document XML doit posséder une racine. La deuxième, tous les éléments doivent être fermés. La troisième, c'est que les éléments contenant contenu doivent être imbriqués. Donc, il faut respecter l'imbrication. Et la quatrième, c'est la valeur des attributs entre guillemets ou bien entre double quotes. C'est clair? Entre double quotes. C'est pas guillemets en termes. Alors, vous avez ici un exemple. Regardez ici à gauche. Ici, c'est un document XML mal formé. D'après vous, pourquoi? Ce n'est pas un document XML. Pourquoi? Voilà. Soit qu'il a plusieurs racines, mais on ne dit pas il n'a pas de racines, plutôt. C'est un document XML qui n'a pas de racines. Il a deux racines, mais en réalité, parce que la racine, il ne peut être qu'une seule. On peut dire que le document, il est mal formé parce qu'il n'a pas d'élément racine. Et pour que ça soit bien formé, et on va ajouter ici un élément formation, et on va le fermer par slash formation. Vous avez ici un deuxième exemple à gauche qui est un élément, plutôt un document XML mal formé. Pourquoi d'après vous? Parce que ici, l'élément durée n'est pas fermé. Alors pour que ce soit fermé, il faut ajouter ici un slash. Vous pouvez mettre soit slash durée, soit slash. Sauf que quand il n'y a rien entre l'élément et l'autre élément, il vaudrait mieux mettre un slash. Ce qu'on appelle un petit élément. Alors, vous avez un autre exemple ici. Vous avez un document XML mal formé. Pourquoi? Voilà, c'est-à-dire voilà l'imbrication. On n'a pas respecté l'imbrication. Vous avez ici ouvert module, séquence, et après vous avez mis slash module, slash séquence. Alors normalement, il faut avoir module. Si vous faites séquence, slash séquence d'abord, et après slash module. Bon. Et vous avez un dernier exemple dans lequel vous avez un document XML mal formé. Pourquoi? Il n'y a pas de guillemets. Voilà, parce que les valeurs des attributs doivent être entre double quotes. Bon, ça c'est bon. Alors, Monsieur, oui. le code que vous venez de mentionner dans la première ligne, Oui. version 1.0 et point d'interrogation. Oui. Point d'interrogation, oui. Alors en fait, dans la première ligne, ça commence toujours par comme ça, inférieur point d'interrogation, XML, d'accord? Et il se termine par point d'interrogation supérieur. C'est comme ça. C'est ça la première ligne du prologue, c'est ça. Ça commence par... Mais pour le code, monsieur, le code que vous venez de mentionner. Est-ce Quel... qu'il est Ah, tu parles, là, le codage, d'accord. Oui, alors, généralement, si vous ne précisez pas l'encodage, il y a un encodage par défaut qu'il prend. D'accord? C'est-à-dire, en fait, le parseur XML, s'il ne trouve pas l'encodage, il va, pour lui, l'encodage par défaut, c'est UTF-8. N'est-ce pas? Mais il y a d'autres parseurs XML qui vont dire que l'encodage par défaut, c'est par exemple ISO... oui, l'encodage est ISO 90, je sais pas,
Donc, c'est-à-dire, en fait, même si on ne précise pas en coding, c'est pas un problème. On a le parseur XML et il utilise un codage par défaut. Mais généralement, c'est une mauvaise pratique. Généralement, il faut toujours préciser. Mais si vous ne précisez pas, donc, il prend un codage par défaut. Alors, c'est ce que je dis. La valeur par défaut, ça dépend du parseur XML. Donc, généralement, c'est UTF-8. D'accord? Mais il y a des parseurs XML qui prennent l'encodage par défaut, c'est ISO. Parce que ISO n'accepte pas les accents. Donc, ce qui fait que, bon, il vaudrait mieux être clair. Il vaudrait mieux préciser. C'est clair? Bien. Alors maintenant, on sait c'est quoi un document XML bien formé. Donc, je peux avoir un document XML bien formé, mais qui n'a pas de structure, qui n'a pas de DTD. Il n'y a pas de problème. C'est un document XML bien formé, mais ce n'est pas un document XML valide. Alors maintenant, on va parler de ce qu'on appelle un document XML valide. Alors, c'est quoi un document XML valide? C'est un document XML qui est bien formé d'abord. Et il respecte les 4 règles. Et en plus de cela, qui possède une DTD, qui respecte, dans la structure, respecte quoi? La structure qui est déclarée soit dans une DTD, Document Type Definition, ou bien dans un schéma XML. Parce qu'il existe deux façons pour déclarer la structure d'un document XML. Soit les DTD, soit les schémas. Alors maintenant, je vais vous montrer, c'est-à-dire comment créer la structure d'un document XML valide en utilisant une DTD. Alors je vais vous faire ça sous forme d'une démonstration. Comme ça, on peut voir un peu mieux les choses. Et ça serait l'occasion de découvrir... Oui. C'est bon. Bon, alors vous voulez, donc on veut créer par exemple un document XML valide. Alors j'ai besoin d'un éditeur qui est spécialisé en XML. Normalement pour créer des documents XML, je peux utiliser un bloc-notes, je peux utiliser un éditeur de texte quelconque, Visual Studio Code, n'importe quel logiciel généralement qui crée des fichiers, je peux l'utiliser pour créer des documents XML. Mais il y a des éditeurs, des IDE qui sont vraiment faits pour les XML. Et parmi ces IDE, il y a un outil qui s'appelle Oxygène. Alors, si vous avez besoin d'un peu d'oxygène, on va chercher. Bon, il y a un outil qui s'appelle XML Oxygène. Et c'est purement, il est fait vraiment pour créer les DTD, créer les schémas XSL, XPath, XQuery, XML. Alors, vous savez, XML, il y a beaucoup de... Tout ce qui concerne la technologie XML, c'est son truc. Même... donc, en fait... Oxygène, donc c'est un IDE normalement qui n'est pas gratuit. C'est un IDE qui est payant. Mais vous pouvez l'installer et vous pouvez l'activer. Donc généralement, il vous donne une clé, vous l'activez pour 30 jours. Mais après, vous pouvez renouveler, etc. etc. Donc pas de problème. Donc, normalement, mais après, si vous voulez faire comme les autres font, vous cherchez un petit crack, vous craquez le truc. Mais dans le monde le monde de l'éducation académique, d'ailleurs c'est IntelliJ, c'est l'IDE que vous allez utiliser aussi, mais même s'ils sont payants pour les entreprises, mais pour le monde académique c'est gratuit. C'est-à-dire vous pouvez les utiliser pour des raisons... mais quand vous êtes en entreprise et quand vous utilisez un IDE, c'est pas comme ça que ça se passe. Un IDE doit avoir une licence. Sachant qu'un IDE comme Oxygène, bon, pour les entreprises, ça ne coûte pas trop cher. Mais si vous ne voulez pas utiliser Oxygène, ben vous cherchez un autre IDE qui est open source et gratuit. Vous allez trouver, il y en a plein. D'accord? Alors, oui? Oui, il y a beaucoup d'IDE. Vous pouvez utiliser, rien que Eclipse, vous savez Eclipse. Eclipse, il y a un plugin qui s'appelle Oxygène.
Vous ajoutez le plugin Oxygen et vous avez Oxygen dans Eclipse. Vous voyez, pas de problème. Donc, c'est-à-dire, en fait, ce n'est pas les solutions qui manquent. En tout cas, regardez bien. Alors, moi, j'ai un IDE Oxygen. Moi, je vais vous partager sur Classroom. Je vais vous partager la version de Oxygen avec une clé d'activation. Donc, vous pouvez l'utiliser, vous le téléchargez, vous l'installez chez vous, il n'y a pas de problème. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je veux créer une DTD. Par exemple, moi, je suis maintenant en train de créer la structure d'un document XML. Supposons, en fait, parce qu'il ne faut pas oublier une chose qui est importante, c'est que XML, il est fait pour quoi? XML, il est fait, c'est pour automatiser l'échange de données entre les systèmes d'information. Ça veut dire quoi? Vous avez plusieurs entreprises qui vont se dire, tiens, on voudrait que nos systèmes échangent des données. Et après, on va se réunir, on va se mettre d'accord, on va dire les données qu'on va échanger, ils ont quel format? Donc, on va se mettre d'accord, on va déclarer la structure de notre document XML qu'on va échanger. Et comment on va déclarer la structure de ce document XML? Eh bien, on va créer une DTD. Alors, pour créer une DTD, donc, je vais faire New. Et je vais choisir, vous voyez, donc, je ne vais pas créer XML. Ben, je vais chercher, alors, nouveau document. Vous voyez, donc, ici, il y a schéma, etc., etc. Et vous allez trouver Document Type Definition. Voilà, DTD. Donc, je veux créer une DTD. Créer. Alors, en fait, une DTD, c'est un document dans lequel je dois déclarer la structure d'un document XML. Alors, en fait, pour déclarer la structure d'un document XML, vous avez en fait 3 instructions simples. Vous avez element. Element, c'est pour déclarer un élément XML. Vous avez @list, c'est pour déclarer les attributs. Et vous avez une instruction qui s'appelle entity pour déclarer ce qu'on appelle les entités. Je vais les définir tout à l'heure. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je veux déclarer un élément. Alors mon document XML, si vous vous rappelez l'exemple de tout à l'heure, c'est quoi la racine de notre document XML? Biblio. Donc je vais déclarer un élément biblio. Et biblio, il est de quel type? Biblio contient plusieurs éléments fils. Alors on dit que biblio contient une séquence d'éléments fils. Et pour déclarer une séquence d'éléments fils, je dois mettre entre parenthèses. Et je dois mettre la liste des éléments qui sont autorisés à apparaître à l'intérieur de biblio. Alors pour moi, quels sont les éléments qui vont apparaître à l'intérieur de biblio? Étudiant. Mais biblio contient combien d'étudiants? Plusieurs. Donc je vais utiliser étudiant plus. Donc avec plus, c'est ce qu'on appelle l'indicateur d'occurrence. Alors si vous mettez étudiant plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire 1 à plusieurs. 1 à plusieurs. C'est-à-dire, biblio doit contenir minimum un étudiant. Et maximum, ça peut être plusieurs. Et après, il y a élément étoile. Alors, étoile, c'est 0 à plusieurs. C'est-à-dire, je peux avoir 0 étudiant comme je peux avoir plusieurs. Donc, c'est le deuxième indicateur d'occurrence. Vous avez le troisième indicateur d'occurrence, c'est point d'interrogation. Point d'interrogation, ça veut dire 0 ou bien 1. Donc, qu'est-ce que je viens de dire? Plus, c'est quoi? 1 à plusieurs. Étoile, ça veut dire quoi? 0 à plusieurs. Point d'interrogation, ça veut dire 0 ou bien 1. Et si je mets rien, ça veut dire 1 et 1 seul. Minimum 1, maximum 1. N'est-ce pas? Adéouat DTD. Donc ici, dans mon cas, je vais mettre plus. Alors maintenant, je dois encore déclarer élément étudiant. Element étudiant. Étudiant, qu'est-ce qu'il contient? Plusieurs livres. Donc je dois mettre livre plus. Et je dois déclarer livre. Element. Livre. Alors qu'est-ce qu'il contient le livre? Ben, il ne contient rien. L'élément livre, c'est un élément qui ne contient rien. C'est un élément empty.
Alors, quand vous avez un nœud qui ne contient pas d'autres éléments fixes, on dit que c'est un élément qui est empty. Alors, empty, vous utilisez le mot-clé empty, comme ça. Eh bien, regardez bien, qu'est-ce que vous venez de déclarer? Vous venez de déclarer une base de données hiérarchique. C'est comme si vous dites ma base de données, c'est quoi la racine? Biblio. Biblio contient plusieurs étudiants et chaque étudiant contient plusieurs. Donc je déclarais les nœuds. Alors maintenant, chaque nœud de l'arbre, il a des attributs. Maintenant, je dois déclarer mes attributs. Alors pour déclarer les attributs, on va utiliser @list. @list, c'est pour déclarer une liste d'attributs. Donc @list, je vais déclarer les attributs de quel élément? D'abord de étudiant. Étudiant. Ok? Donc je déclare les attributs de quel élément? Étudiant. Alors, pour déclarer les attributs de l'élément étudiant, je peux faire entrer comme ça, pour structurer mon truc. L'élément étudiant, il contient, d'après l'exemple de tout à l'heure, donc je vais revenir sur l'exemple. Voilà ma structure. Elle est là. Donc, qu'est-ce que je viens de faire avec DTD? J'ai dit que j'ai l'élément biblio qui contient plusieurs étudiants. Étudiant contient plusieurs livres. Maintenant, je vais dire que étudiant contient un attribut qui s'appelle code, le nom, le prénom et l'âge. Ben, c'est ce que je vais faire. Donc, l'attribut s'appelle code. Alors, pour déclarer un attribut, il y a trois choses qu'il faut déclarer. La première, c'est quoi? C'est d'abord le nom de l'attribut. Le deuxième, c'est le type. C'est-à-dire, le code, il est de quel type? Alors, je suis sûr que vous avez envie de trouver des choses comme int, float, string, ou là, des trucs comme ça n'existe pas. Malheureusement, dans DTD, et bien, tout simplement, il y avait un type qui s'appelle cdata. Alors, cdata, ça veut dire c'est du texte. Cdata, c'est-à-dire ça peut être un nombre, ça peut être une date, ça peut être une chaîne de caractères. D'ailleurs, c'est l'une des limites de DTD. C'est-à-dire, dans une DTD, on ne peut pas faire la différence entre un double ou bien une date. Donc là, vous faites cdata. Donc vous avez un type cdata. OK? Donc ça, c'est le type. Et après, la troisième partie, c'est ce qu'on appelle la présence. Alors la présence, donc vous pouvez mettre dièse, soit required, ça veut dire que cet attribut, il est obligatoire. Je dois l'avoir dans l'élément. Ou bien implied, ça veut dire qu'il est facultatif. C'est-à-dire cet attribut-là, si vous le mettez, c'est bon. Si vous ne le mettez pas, c'est pas un problème. Et après, il y a fixed. Alors fixed, c'est-à-dire sa valeur, elle est fixe. Alors dans notre cas ici, pour faire plus simple, on va utiliser required. J'ai le code de type cdata required. En fait, je disais que cdata, c'est un type alphanumérique. Mais il n'y a pas que cdata. Il y a un autre type qui s'appelle nmToken au lieu de cdata. Le type nmToken, les DTD, c'est quoi? C'est un type cdata, mais qui n'accepte pas les espaces et qui n'accepte pas les caractères spéciaux. Si vous déclarez un type nmToken, vous pouvez pas, la valeur ne peut pas contenir des espaces et il ne peut pas contenir des caractères spéciaux comme inférieur, supérieur, des choses comme ça. Donc, c'est-à-dire quand vous allez déclarer un type numérique, n'est-ce pas, un nombre, ben, il vaudrait mieux utiliser nmToken. Si vous avez une chaîne de caractères qui contient des espaces, il ne faut pas faire nmToken, il faut mettre cdata. Alors, il y a trois, il y a cdata, il y a nmToken, et le troisième type, c'est ce qu'on appelle le type ID. Alors, ID, ça veut dire quoi? Ça veut dire que identifiant, ça veut dire qu'il est unique. C'est-à-dire, je ne peux pas avoir, dans le document XML, je ne peux pas avoir plusieurs étudiants qui ont la même valeur du code. C'est à peu près, c'est pas ça, mais c'est presque la clé primaire dans les bases de données. Mais le type ID, c'est un type nmToken. C'est-à-dire, c'est un type nmToken dont la valeur est unique. Donc, je ne peux pas avoir plusieurs étudiants qui ont le même ID. Alors, ici, donc, je vais mettre pour le moment. Donc, vous voyez les trois, c'est pas compliqué de DTD. cdata, nmToken ou bien
ID. Donc ici, je vais utiliser par exemple name token. Dièse required. Je vais ajouter un autre attribut qui est le nom. Je le déclare de type cdata et je vais utiliser dièse. La présence, c'est quoi? C'est required. Le prénom, cdata. La présence, obligatoire. Quoi d'autre? Âge, de type, peut-être je vais utiliser name token. La présence, alors, je change imply, c'est-à-dire l'âge n'est pas obligatoire. N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que je viens de faire? Eh bien, je viens de déclarer la liste des attributs qu'un étudiant peut avoir. Maintenant, je fais la même chose pour déclarer les attributs de livre. Alors, quels sont les attributs de livre? Il y a ID, le titre, la date et rendu. Ici, je suppose qu'en rendu, ça peut être soit oui, soit non. Alors, regardez comment je vais le faire. Je vais utiliser @list. Ici, l'élément s'appelle quoi? Livre. Et quels sont les attributs? Il y a ID. Je peux utiliser par exemple name token ou bien cdata, pas photo ou ID si vous voulez. Type ID, mais on ne va pas mettre ID ici parce que si vous mettez ID, ça veut dire dans mon document XML, je ne peux pas avoir deux éléments livres qui ont le même ID. Alors que ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que dans le même document XML, je peux avoir un étudiant qui a emprunté le livre numéro 5 et un autre étudiant qui a encore emprunté le livre numéro 5. Donc ça ne marche pas. Ce que vous voyez, donc c'est ID, ce n'est pas comme clic primaire. Donc ici, donc, je vais utiliser name token. La présence obligatoire, le titre du livre de type cdata, présence obligatoire, quoi d'autre? La date emprunt, par exemple, de type cdata, présence required, et après l'attribut rendu. Alors en fait, l'attribut rendu, c'est un type ce qu'on appelle énuméré. Quand vous avez un attribut qui peut avoir une liste de valeurs possibles, par exemple le jour, ça peut être soit lundi, soit mardi, pas plus que ça. Alors il faut créer ce qu'on appelle un type énuméré. Alors dans une DTD, pour déclarer un type énuméré, on va utiliser rendu, entre parenthèses, c'est le type, et vous mettez les valeurs possibles, soit oui, pipe, une barre comme ça, et vous mettez non. C'est-à-dire ici, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que l'attribut rendu, il peut avoir deux valeurs possibles, soit oui, soit non. Alors, vous pouvez mettre par exemple A, B, pipe C, etc. Ça veut dire quoi ça? L'attribut, il peut avoir comme valeur soit A, soit B, soit... C'est ce qu'on appelle un type énuméré. Alors, dans mon cas ici, donc, je vais mettre soit oui, comme ça, soit non. Et quand vous mettez un type énuméré, la présence, avec la troisième, ça doit être obligatoirement la valeur par défaut. Parce que quand vous avez un type rendu, un type énuméré, généralement c'est un type qui peut avoir soit oui ou non. Si on ne précise pas soit oui, soit non, c'est quoi la valeur par défaut? Alors, vous mettez ici la valeur par défaut, c'est quoi? C'est non. Donc, vous voyez la présence, je ne mets pas required, je ne mets pas implied, parce que par défaut, un type énuméré, il est optionnel. Donc, je peux le mettre. Si je le mets, je dois préciser la valeur. Si je ne le mets pas, ça veut dire qu'il a une valeur par défaut. Donc, je dois mettre la valeur par défaut. Et cette valeur par défaut, ça doit être l'une des valeurs que vous avez précisées ici. Ah, si vous mettez quelque chose qui n'existe pas, il va vous le souligner en rouge. C'est-à-dire que ça ne marche pas. Eh bien, félicitations. Qu'est-ce que vous venez de créer? On vient de créer une DTD. Nous venons de déclarer la structure d'un document XML. Je vais l'enregistrer. Je le mets dans un... Je le mets quelque part... bon, je crée un dossier C que je vais appeler XML. Bon, j'ai déjà un autre comme ça. Je l'appelle TP-XML. Et le fichier, je vais lui donner le nom biblio.dtd. Je viens de créer maintenant
la DTD. En réalité, qu'est-ce que je viens de créer? Je viens de créer ce qu'on appelle un schéma de données. Il y en a ceux qui parlent schéma. Mais dans le terme XML, on dit on vient de créer un contrat d'échange de données. Parce que toutes les entreprises, toutes les applications, ou bien toutes les entreprises qui vont échanger des documents XML de ce type, doivent respecter ce contrat. Ça veut dire quoi? Pourquoi on l'appelle contrat? C'est-à-dire que pour qu'on puisse échanger les données, ben les données que je vais t'envoyer, que tu vas m'envoyer, doivent respecter ce contrat. Mais le contrat, généralement, c'est un schéma. C'est tout simplement un fichier dans lequel on déclare la structure d'un document XML. Maintenant, si j'ai le contrat, maintenant, bon, j'ai la DTD, maintenant je veux créer un document XML. Qu'est-ce que je vais faire? New. Regardez, document XML. Et quand je crée un document XML, alors je ferme, je répète. New XML. Avant de faire créer, regardez ici personnaliser. Et dans personnaliser, il vous dit, ce document XML que vous allez créer, il est validé par quoi? Est-ce qu'il possède soit un schéma ou bien une DTD? Alors ici, donc, je vais lui dire une DTD. Et je vais lui dire que c'est un document XML. Où se trouve la DTD? Je vais la chercher. C'est biblio.dtd. Donc maintenant, je suis en train de créer un document XML qui respecte un contrat qui est déclaré dans DTD. Et quand vous mettez la DTD, il est obligatoire de préciser la racine. Parce qu'en fait, la DTD fait un inconvénient, c'est que l'IDE, il ne peut pas détecter la racine de la DTD. Donc c'est pour cela, manuellement, il faut lui dire, c'est quoi la racine? C'est biblio. Et là, je crée mon document, regardez. Je crée un document XML, qu'est-ce que j'ai ici? Ben, j'ai créé un document XML, voyez la version. J'ai ici, document, c'est quoi la DTD? C'est biblio.dtd. Et là, j'ai mon document. J'ai étudiant. Je sais qu'il contient étudiant. Là, je vais mettre, par exemple, étudiant numéro, par exemple, E1. Ben, je mets, par exemple, E1, comme ça. Le nom, par exemple, Hassan. Bon, c'est pas Hassan, Hassani, Hassan. Hassani, Mohamed. Mohamed. Il contient un livre, par exemple, L1. Le titre, par exemple, c'est Java. La date, bon, pour une DTD, une date, c'est CData. N'est-ce pas? C'est-à-dire, je peux mettre n'importe quoi, il va l'accepter. Alors que c'est pour cela qu'à un moment donné, on va utiliser les schémas XML. Parce que quand on utilise les schémas XML, il y a des types, quand on dit la date, il faut dire que c'est de type date. Ça, c'est précis. OK? Alors ici, donc, je vais mettre par exemple 2022, 11. Ça, c'est par exemple la date. Mais il y a un autre attribut, le livre, qui n'apparaît pas. Lequel? C'est rendu. Pourquoi rendu? Parce que rendu, c'est un type énuméré. Il a une valeur par défaut. Ça veut dire qu'il est optionnel. D'ailleurs, vous voyez ici, étudiant, il y a un autre attribut qui n'apparaît pas. Lequel? C'est l'âge. Regardez, si vous faites espace, ben, il vous dit il y a l'attribut âge. Alors, âge ici, donc je peux mettre ici 23. Ici, si je mets espace, je vois ici l'attribut rendu. Regardez la valeur. Rendu, je ne peux pas mettre n'importe quoi. Je peux spécifier soit oui ou bien non. Alors, je vais mettre par exemple non. Alors, il sait que Hada, il est empty. Donc, vous voyez? Alors, qu'est-ce que je peux ajouter à l'intérieur de étudiant? Regardez, je ne peux ajouter que livre. Vous voyez, livre. J'ai un livre L2. Le titre, c'est XML. La date, 2022, par exemple. Rendu égale oui. Je vais ajouter un autre étudiant. Qu'est-ce que je vais faire? Étudiant. Alors l'étudiant, il a quel code? E2. Le nom. Allez, Ibrahimi par exemple. Amina. L'âge 21. Alors, il a emprunté un livre, toujours L1.
c'est Java. Ici, vous avez la date, etc. Bon, je mets des données quelconques. Vous voyez ici, donc, j'ai ici, donc, ici, donc, qu'est-ce que je viens de créer? Je viens de créer un document XML valide. Si je tente d'ajouter, par exemple, ici un livre, vous voyez, il est souligné en rouge. Là, on ne peut pas ajouter ici un livre. N'est-ce pas? Je ne peux pas mettre n'importe quoi. Mais si j'enlève cette ligne-là, regardez, il l'accepte. Pourquoi? Parce que ce n'est plus un document XML valide, c'est un document XML bien formé. C'est-à-dire, si vous mettez livre, pour lui, syntaxiquement, c'est correct. Mais par contre, si c'est un document XML valide, par exemple, il a une DTD, donc là, je ne peux pas faire ça. C'est clair? Alors maintenant, j'ai un document, je vais l'enregistrer. Je vais lui donner le nom biblio.xml. Alors maintenant, regardez, ce document XML, je vais l'ouvrir par exemple avec le browser, le navigateur. Alors, TP XML. Alors, j'ai ici, en fait, le document XML. Vous pouvez tenter de l'ouvrir avec, par exemple, le browser, par exemple. Alors là, ça commence encore à... Alors, ici, ouvrir avec... Je prends Internet Explorer. Internet Explorer, c'est un ancien... C'est exprès que je fais parce que et vous allez voir. Alors regardez bien. Donc quand vous ouvrez mon fichier XML, alors par exemple avec Internet Explorer, etc., qu'est-ce qu'il vous affiche? Il vous affiche votre document XML. Mais regardez, ben, il a bien compris c'est-à-dire il a été chargé en mémoire, ben, il a bien compris qu'il s'agit d'un document XML qui est valide. Donc, mais par contre, si ce document XML ne respecte pas, ben parce qu'en fait, le browser utilise un parseur XML. Il va vous afficher comme quoi le document, n'est-ce pas? Alors ici, donc vous avez un document XML qui est valide, mais qui n'a pas de feuille de style. C'est-à-dire là, c'est un document, c'est la base de données, mais maintenant je vais lui ajouter une feuille de style. Moi, je ne veux pas afficher ça, mais je veux afficher ça sous forme d'un tableau HTML. Ok? Regardez ce que je vais faire. Ben, je vais créer une feuille de style. Alors, la partie feuille de style, bon, ça c'est le cours qu'on va faire la prochaine fois, mais je vais vous montrer juste un exemple. On va admettre un certain nombre de choses. Donc, je vais faire XSLT. Donc, pour créer une feuille de style, donc, je vais créer un document XML Style Sheet. Alors, vous devrez admettre qu'une feuille de style, c'est un document également XML. Ok? C'est un document XML. Bon, c'est un document XML qui commence par style sheet et qui se termine par style sheet. Et que tous les éléments du langage XSL sont déclarés dans ce qu'on appelle un namespace. Que vous voyez là. Alors en fait, dans XML, on utilise la notion de namespace. Pour les gens qui travaillent avec Java, on utilise la notion de package. Parce que généralement, une classe se trouve dans un package.
et qui est C#, il y a la notion de namespace. Alors, sauf que dans XML, le nom d'un namespace, c'est une bibliothèque, si vous voulez. Il a le nom d'un namespace, on l'écrit avec une adresse web, n'est-ce pas? Attention, ça ne veut pas dire qu'on va se connecter à cette adresse pour chercher des choses. C'est juste dire, j'utilise une bibliothèque dont le nom est celui-là. Bon, c'est une manière un petit peu de garantir l'unicité des namespaces. Donc, tout ça, je le supprime pour le moment, etc. Bon, je laisse, je vais faire. Alors ici, donc, je vais juste admettre. Parce qu'après ça, je vais vous l'expliquer en détail la prochaine fois. Donc, on va admettre qu'une feuille de style utilise un namespace qui s'appelle celui-là, donc XSL transform, et que pour déclarer un namespace, on utilise XML_NS, XML namespace, et on a besoin de donner ce qu'on appelle un préfixe. Alors ici, donc, j'utilise le préfixe XSL. XSL, c'est-à-dire que, ça veut dire quoi? À chaque fois que j'écris ici XSL de points, XSL de points, ça veut dire que je suis en train d'utiliser un élément qui est déclaré dans cette bibliothèque XSL. Donc ça, c'est le préfixe. Avec le préfixe, on peut l'appeler comme on veut. Mais généralement, pour XSL, on l'appelle XSL. Donc maintenant, vous allez admettre ça, parce qu'après, on va détailler. Il faut juste admettre qu'une feuille de style commence par un élément qui s'appelle template, dans lequel, dans template, on va utiliser un élément qui s'appelle match, l'attribut match. Au match, on va utiliser slash. Alors, je vais vous expliquer slash, c'est quoi. Parce qu'en fait, le parseur XML, quand il va lire la feuille de style XSL, on va demander maintenant au parseur XML, va vers le document XML et cherche-moi les données que je vais lui préciser. Donc, je dois lui dire, va vers quel nœud. Alors, le fait d'utiliser slash, ça veut dire quoi? C'est la racine. N'est-ce pas? Alors, match, quand je mets slash, c'est comme je dis, je suppose que maintenant, je suis dans la racine du document XML. Alors, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais afficher, par exemple, la liste des étudiants. Alors, pour afficher la liste des étudiants, je vais utiliser HTML. Je vais créer une page HTML. Vous voyez donc, une page HTML, ça s'écrit comme ça. OK? Donc, j'ai HTML, head, dans head, il y a quoi? On peut mettre le titre de la page, title. Et le titre de la page, par exemple, je vais l'appeler liste des étudiants. Pour la biblio. OK? Alors, dans body, qu'est-ce que je vais faire? Je vais afficher, par exemple, avec le style H3, je vais afficher liste des étudiants. OK? Alors, regardez bien. Je n'ai pas encore terminé la feuille de style. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'enregistrer. Je vais l'appeler biblio1.xsl. Et je reviens vers biblio.xml. Je vais lui attacher une feuille de style. Donc, je vais dire au parseur, tiens, quand tu vas ouvrir ce document XML, tu vas appliquer cette feuille de style. Comment? En utilisant XSL, ça s'écrit comme ça, XML Style Sheet. C'est quoi le type? C'est text/XSL. Et c'est quoi href? C'est biblio1.xsl. C'est le fichier XSL. J'enregistre. Regardez, je reviens à mon browser. Bon, je vous disais, c'est exprès que j'ai utilisé un Internet Explorer parce que Internet Explorer, en fait, en principe, il va interpréter l'opération. Je fais entrer, j'actualise. Mais regardez bien ce que j'ai. Je n'ai plus le document XML. Mais qu'est-ce que j'ai? Donc le parseur, il a compris que ce document XML, on lui a attaché une feuille de style. Qu'est-ce qu'il m'a affiché? La feuille de style. Alors maintenant, je vais en profiter pour afficher la liste des étudiants. Et pour cela, donc, je vais revenir à XSL et je vais lui dire tout simplement, je vais parcourir tous les étudiants. Donc je vais demander au parseur, va me chercher tous les étudiants dans le fichier XML. Alors pour cela, dans XSL, on va utiliser XSL for each. Alors for each, c'est une boucle. Je vais lui dire, pour chaque élément,
se trouvant dans slash biblio slash étudiant. Regardez, vous savez quand vous mettez select biblio slash étudiant, ce que vous voyez là, biblio slash étudiant, est-ce que vous vous rappelez tout à l'heure, j'avais parlé de XPath. J'avais parlé XPath, c'est l'équivalent de SQL. Si vous voulez chercher quelque chose dans un arbre, ben on utilise des XPath. Il vient tout simplement être slash biblio slash étudiant, c'est une expression XPath. Qu'est-ce qu'il indique? Il indique tout simplement tous les étudiants qui se trouvent dans l'élément biblio. C'est comme si je suis en train de faire select, sélectionne-moi tous les éléments qui se trouvent dans biblio. Et si je fais ça, je vais lui dire, je vais afficher chaque étudiant, je vais l'afficher par exemple sous forme d'une liste. Vous savez, HTML pour afficher une liste, on va utiliser UL. Et je vais utiliser ici LI, list item. Et je vais afficher l'étudiant. Et l'étudiant, donc je vais afficher par exemple le code de l'étudiant. Mais pour afficher le code de l'étudiant, je vais utiliser XSL value of. Value of. Select égale à quoi? Alors regardez, ça veut dire quoi XSL value of? Je vais afficher la valeur, normalement, ici, qu'est-ce que vous avez? For each, pour chaque étudiant. Mais qu'est-ce qui m'intéresse dans étudiant? Je vais afficher un attribut qui s'appelle code. Donc c'est comme si je lui dis, parcours-moi tous les éléments étudiants, et pour chaque étudiant, affiche-moi la valeur de quoi? De code. Mais code, ce n'est pas un élément, c'est un attribut. Avec XPath, quand il s'agit d'un attribut, il faut qu'il soit précédé par le caractère arrobas. Ça, c'est XPath. Quand vous voyez quelque chose qui commence par @code, ça veut dire quoi? Pour XPath, je lui dis que code, c'est un attribut. Regardez, je vais faire la même chose. Copier-coller. Ici, je vais mettre quoi? Le nom. Et là, l'attribut, nom. Et je vais afficher également l'âge. Attribut, âge. OK? Ben, tout simplement, j'arrive. Bon, je reviens à mon navigateur. Mais après, je vous montre comment on va tester ça. Je vais actualiser. Alors là, qu'est-ce que j'ai? Donc, j'ai ici combien? Vous voyez, donc j'ai deux étudiants. J'ai ici le code, c'est E1, le prénom, et j'ai l'âge. Maintenant, ce que je vais faire, pour chaque étudiant, je vais afficher un tableau qui contient les livres qu'il a empruntés. Alors, comment je vais le faire? Ben, vous voyez donc, à l'intérieur de for each, je vais encore créer un table. Un table, tableau. Bon, je vais faire quelque chose de très simple, border, etc. Quoique ça, c'est des trucs qui ne sont pas très bons. Par exemple, la largeur du tableau, c'est 75%. Et je vais utiliser une ligne, TR. Dans un tableau HTML, pour créer une ligne, c'est TR. Et dans une ligne, il y a plusieurs colonnes. Et chaque colonne, c'est TD. Et TD, je vais mettre ici le ID. Je vais utiliser TH. C'est une ligne d'en-tête. Normalement, pour la première ligne d'un tableau, on utilise au lieu de TD, c'est TH. Donc, je vais afficher ID. Et je vais afficher le titre du livre. Et je vais afficher quoi? La date. Et je vais afficher l'attribut rendu. Ben, à nouveau, maintenant, pour chaque étudiant, je dois afficher tous les livres qui se trouvent à l'intérieur de l'étudiant. Qu'est-ce que je dois faire encore? For each. Vous voyez donc, pour chaque étudiant, je sais que dans un étudiant, il y a plusieurs livres. Donc, je vais lui dire encore for each, pour chaque livre. Attention, maintenant, je ne dois pas écrire /biblio /étudiant. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on est pour chaque étudiant. Je suis dans un étudiant. Qu'est-ce qui m'intéresse pour chaque? C'est-à-dire pour chaque livre à l'intérieur de étudiant. Bah, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, pour chaque livre, je vais créer une ligne dans laquelle j'ai TD. Et qu'est-ce qu'il y a dans TD? Il y a XSL value of. Et qu'est-ce qui m'intéresse? Ben, je vais afficher les attributs de livre. Alors, quels sont les attributs? Il y a l'attribut ID.
Je fais copier-coller et je fais les autres. J'en ai besoin de 4. Le deuxième, ça s'appelle titre. L'autre, ça s'appelle le nom. Date, emprunt. Et l'autre, ça s'appelle rendu. Ben, j'ai créé une feuille de style XSL. Donc, je vais regarder un peu sur mon browser ici. Qu'est-ce que ça va me donner? Ben, vous voyez donc ici, donc, pour chaque étudiant, j'ai la liste des liens. Mais ce qui est intéressant là, regardez bien. Qu'est-ce que vous voyez là? C'est un document. N'est-ce pas? C'est du HTML que vous regardez. Mais là, vous êtes en train de regarder, vous avez un document qui est mieux que HTML. Pourquoi? C'est un document dans lequel je sépare quoi? Il y a les données sont séparées. La structure des données, c'est pareil. Et vous avez la mise en forme. Et ça va me donner quoi? Supposons maintenant, supposons, je ne veux pas afficher je ne veux pas afficher tous les livres. Je voudrais afficher que les livres non rendus. N'est-ce pas? Ben, qu'est-ce que je vais faire? Et ben, ici, regardez. Là, je vais utiliser expat. Je vais lui dire for each. Si vous faites la programmation, vous allez peut-être dire je vais faire quelque chose comme if, des choses comme ça. Non? Non, c'est pas ça. Ben, je vais régler le problème avec SQL. Vous savez quand dans SQL, qu'est-ce que vous faites? Select étoile from where. Quand vous mettez where, c'est-à-dire c'est une condition. Et bien dans expat, il y a quelque chose comme ça. Regardez, je vais lui dire pour chaque livre. Alors dans expat, pour faire une condition, vous mettez entre crochets. Et quand vous mettez entre crochets, ça veut dire where. Where quoi? L'attribut rendu égale à quoi? Égale à non. Égale à non. Alors ici, donc, vous avez, ça c'est l'attribut rendu, non? Vous voyez ici, j'ai que, donc ça veut dire que ici, c'est parce que les données sont séparées, j'ai un moyen, avec expat, je peux filtrer, vous allez voir, on peut faire beaucoup de choses. On peut faire des calculs, etc. Non, c'était par défaut. Oui, alors par défaut, juste, en fait, dans la valeur par défaut, mais dans expat, généralement, quand il ne trouve pas la valeur, il y a XSL value, s'il ne la trouve pas, il ne la met pas. Mais après, c'est à vous d'afficher la valeur par défaut. Il ne le fait pas. Donc ici, c'est un peu ce que j'ai ici, parce que je n'ai pas précisé le livre. Rendu égale. Bon, là, je mets par exemple non. Alors, je vais mettre d'autres. Oui, bon, même si je duplique les données. Alors, regardez, maintenant, je ne veux plus, pour tester, pour regarder un peu le résultat d'une feuille de style, tel que vous le voyez ici, vous n'êtes plus obligé d'aller vers le browser pour voir c'est quoi le résultat. Avec Oxygène, on peut tester directement ici. Alors, si vous voulez tester une feuille de style, il faut appliquer ce qu'on appelle un scénario de transformation. Je vais appliquer un scénario de transformation. Ça veut dire quoi un scénario de transformation? Nouveau. Un scénario de transformation, c'est comme si vous dites au parseur XML, j'ai un document XML qui s'appelle quoi? Biblio.xml. Et j'ai une feuille de style. Quelle feuille de style? Current, c'est-à-dire c'est la feuille de style courante. Et maintenant, je vais lui demander de m'appliquer la transformation, la sortie. Je lui dis, quand tu appliques la transformation, tu vas me générer, enregistre-moi un fichier qui s'appelle par exemple test.html. OK? Et tu vas me l'ouvrir dans un navigateur. Alors si vous faites ça, qu'est-ce que vous venez de faire? OK? OK? Enregistrer et fermer. Alors je viens j'ai ce qu'on appelle un scénario de transformation. Maintenant, au lieu d'aller vers Internet Explorer et de voir, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je fais tout simplement, j'applique. Et si j'applique le scénario de transformation, qu'est-ce qu'il fait? Il va me générer, vous voyez, donc il me génère un document
HTML. D'ailleurs, si vous voulez voir le code HTML qu'il a généré, vous le voyez. Il va m'ouvrir un fichier qui s'appelle test.html et vous le voyez ici. Maintenant, ce n'est plus, bon, il ouvre le navigateur par défaut, donc en tout cas. Donc ça veut dire que si vous voulez tester, ben, c'est comme ça qu'on va faire. On va appliquer des scénarios de transformation. D'autant plus, maintenant ça devient intéressant. Pourquoi? Parce que quand vous dites par exemple, supposons ici vous dites je veux afficher, bon. Par exemple vous dites je veux afficher select. Regardez, faites CTRL espace. Regardez. Il sait que vous êtes à l'intérieur de quoi? De quel élément? Livre. Et maintenant, il vous dit, qu'est-ce que vous voulez afficher? Je vais afficher l'attribut ID. Pourquoi maintenant? Parce que dans le scénario de transformation, je lui dis, voilà le fichier XML. Donc, automatiquement, il va vous aider à retrouver facilement vos éléments. C'est clair? Alors maintenant, j'ai ici ça. Bon, je vais juste terminer ça parce qu'en fait, il me reste juste 5 minutes. Parce que les détails, on va les voir après. Maintenant, supposons je veux afficher le nombre de livres qui est emprunté à la fin du tableau, ici. Une fois que je termine la boucle, là, je vais ajouter une ligne, TR, dans laquelle je vais mettre TD, le nombre de livres. Le nombre de livres empruntés. TD. Pour maintenant, je veux le nombre de livres. Eh bien, comme SQL, vous savez, dans SQL, il y a des fonctions count, n'est-ce pas? Sum. Vous voulez faire count, sum, SVG, etc. La même chose. Expat, il y a des fonctions. Donc, je vais lui dire XSL, value of, select. Quoi? Je vais utiliser une fonction qui s'appelle count. Alors ici, donc, head count, je ne vais pas l'utiliser ici. Head la ligne. CTRL X. Pourquoi? Oui, c'est ça? Oui, c'est ça ici. Donc le nombre des livres, donc je vais utiliser count quoi? Alors regardez, j'ai terminé slash for each, n'est-ce pas? C'est-à-dire j'ai terminé, je suis sorti des livres, n'est-ce pas? Et quand je suis sorti des livres, ça veut dire que maintenant je suis sur quoi? Sur chaque étudiant. Maintenant, pour chaque étudiant, je veux le nombre de livres. Et bien tout simplement, je vais utiliser count livres. C'est comme si je lui dis, je suis à l'intérieur de étudiant, mais donne-moi le nombre de livres qui se trouvent à l'intérieur de étudiants. Donc c'est count de livres. Mais supposons je vais ajouter une autre ligne. Je vais lui dire, je veux le nombre de livres non rendus. Ben, qu'est-ce que je vais faire? Je lui dis, donne-moi count, livre, et livre, can dire where. Et c'est quoi where? Je mets entre crochets. Where quoi? Alors regardez, si je fais CTRL espace, il me dit, voilà, l'attribut rendu égale à quoi? Égale non. Alors ici, donc si j'applique le scénario de transformation, et vous allez voir que maintenant, à la fin de ce cours, vous allez comprendre déjà 3 choses qui sont importantes. C'est comment déclarer la structure d'un document XML. Vous voyez donc ici pour chaque étudiant, j'ai ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai ici donc parce qu'en fait, bon, pour faire mieux si vous voulez, ici je vais afficher tous les livres, comme ça vous pouvez voir un peu les choses. Je vais afficher tous les livres et après, alors, qu'est-ce que j'ai ici? Donc, vous voyez, donc j'ai ID livres. Qu'est-ce que j'ai ici? Le nombre de livres ici, il y en a combien? Vous voyez? Donc, tous les livres. Et là, le nombre de livres empruntés, c'est combien? C'est 4.
Et non rendu, c'est 1. Il est là. N'est-ce pas? Est-ce que cette information-là, 4, 1, est-ce qu'il se trouve dans le document XML? Non. C'est parce que j'ai les données séparées, avec XPath, je peux exploiter les données. On dirait c'est comme si vous avez un document Excel et vous travaillez. Sauf que Excel, c'est fait pour les êtres humains, n'est-ce pas? Alors que XML, il est fait pour les robots, pour les applications. Donc, c'est-à-dire une application, quand il prend un document XML, il suffit de lui dire de faire tes calculs, etc. Il peut les faire. Est-ce que c'est clair? Alors ici, donc, l'affichage n'est pas bon. Bon, comment faites ça en HTML pour fusionner cette colonne avec celle-là, avec celle-là? Alors ici, on fait td. Vous utilisez callSpan égale à combien? 4? C'est-à-dire, si vous lui dites td, il va prendre la largeur de 4 colonnes. Alors, callSpan égale à 4. Bon, normalement, c'est 3. Moi, c'est pas grave. Alors, ça vous donne quelque chose comme ça. Alors, vous voyez donc ici, c'est typiquement, vous avez un document XML qui se compose de 3 fichiers. On a vu les données, n'est-ce pas? La structure des données, c'est une DTD. Et nous avons vu également, en partie, comment créer une feuille de style XSL. Mais pour XSL, ça nécessite encore beaucoup de travail. Parce qu'après, à partir des séances prochaines, nous allons revenir sur XSL en détail, XPath, le langage, etc. Donc il y a des choses encore qu'on va essayer de comprendre. Mais dans un premier temps, je vous recommande, alors sur Classroom, je vais vous laisser l'Oxygène, vous le téléchargez, vous l'installez, et je vais vous laisser, il y a déjà les démonstrations vidéo, ils sont déjà faits Classroom, c'est-à-dire les anciennes versions. Et à chaque fois qu'il y a une nouvelle version, par exemple cet enregistrement aujourd'hui, le temps de le compiler, etc., je vais le placer sur Classroom. Ok? Donc, c'est-à-dire, mais en attendant que ça soit compilé et placé sur Classroom, vous utilisez les vidéos qui sont déjà déposées parce que c'est le même contenu. Il y a toujours parfois des différences. Et il vaudrait mieux à un moment donné utiliser les nouvelles versions. Et voilà. Est-ce que vous avez des questions? Parce que maintenant, je pense qu'on va s'arrêter à ce niveau-là. Aujourd'hui, donc ça suffit. Donc, en résumé, voilà, il faut garder, en résumé, c'est quoi? C'est que la technologie XML, il a été créée, c'est pour automatiser l'échange de données entre les systèmes d'information. Il est fait pour transporter des données d'un système d'information vers un autre. Un document XML, les données d'un document XML sont organisées d'une manière hiérarchique. Ok? Pour lire un document XML, il faut utiliser ce qu'on appelle un parseur XML. Et un document XML se compose de 3 fichiers généralement. Il y a les données, il y a la structure. Pour déclarer la structure d'un document, il faut utiliser soit une DTD, c'est ce qu'on vient de voir, soit le schéma XML, c'est un cours qu'on va faire après. Et après, il y a les feuilles de style. Donc, pour faire des feuilles de style, on peut utiliser ce qu'on appelle XSL, XML Style Sheet. OK? Et le dernier point, c'est que pour qu'un document XML soit bien formé, il doit respecter 4 règles. C'est quoi les 4 règles? Il doit avoir un élément racine, tous les éléments doivent être fermés, respecter l'imbrication, la valeur des attributs entre double quotes. OK? Et pour qu'un document XML soit valide, un document XML valide, c'est un document bien formé et qui possède, dans la structure respecte sa structure qui est déclarée soit dans une DTD, soit dans un schéma XML. Voilà, avec la démonstration, vous avez Oxygène, vous avez un peu ce qu'il faut utiliser pour comprendre déjà comment travailler avec XML. Alors, si vous avez une question, donc je prends quelques questions, sinon on va s'arrêter à ce niveau-là. Monsieur. Oui. Merci pour l'explication. J'ai juste 2 questions là-dessus. Oui. La première, c'est pour les nombres de livres empruntés. Oui. Alors,
est-ce que c'est un attribut d'étudiant ou bien c'est une fonctionnalité ou bien quoi? Le nombre de livres. Là, Hadi, bien sûr, le nombre de livres, c'est une caractéristique de... Pourquoi on ne le met pas sous forme d'un colonne? Pourquoi on ne le met pas sous forme de quoi? D'une commande? Une colonne. D'une colonne? Eh, On la met sous forme d'une ligne. oui, mais c'est normal. Vous savez, c'est... Oui. Alors, c'est comme si vous faites un total. Par exemple, par exemple, un produit, vous avez une liste de produits, vous avez le prix, etc. Mais après, vous voulez faire le total des montants. N'est-ce pas? Alors, pour faire le total des montants, ben, tu ne vas pas la mettre en colonne. Tu vas mettre une ligne en bas dans laquelle tu fais la sommation, n'est-ce pas? Ben, c'est pareil ici. Donc, le nombre, normalement, le nombre, c'est count. C'est ce qu'on appelle une opération d'agrégation. C'est count, sum, AVG. Donc, généralement, si vous voulez faire une opération, donc on le fait séparément ce n'est pas une caractéristique de chaque ligne. Normalement, c'est une agrégation d'un ensemble de lignes. Ok? C'est pour cela qu'on fait comme ça. Ok? Sur le DTD, si vous pouvez parler sur le DTD, c'est bien. Oui. Alors, DTD, oui. Pour la prévue rendue, Oui. c'est préférable de le faire required pour bien avoir le... Alors, justement, si tu le préfères, tu ne peux pas. Parce que c'est ça la limite des DTD. C'est pour cela que je vous dis DTD, Louis, un attribut énuméré, la présence, tu ne peux pas mettre, parce que la présence pour lui, c'est implied par défaut. Mais à la place de la présence, il faut mettre la valeur par défaut. Et Il n'a pas été affiché dans un sport. Oui, parce qu'on l'a... Il a été affiché, même s'il y a une valeur par défaut, il n'a pas été... Oui, c'est ça, parce qu'on... required. Non, mais on ne peut pas mettre, même si tu veux faire required, tu ne peux pas le faire, d'accord? Alors maintenant, c'est dans XSL, quand tu affiches l'attribut rendu, ici, c'est là, il faut mettre, si le rendu n'existe pas, il faut mettre la valeur par défaut. Donc là, on n'a pas fait. D'accord? Monsieur, Oui. monsieur, dans le fichier XML, est-ce qu'on a besoin de remplir les données manuellement ou il y a une manière automatique pour remplir ces données? Alors, c'est ce que je disais. Donc, dans les documents XML, il y a des documents XML statiques que vous pouvez saisir manuellement. Mais les documents comme ça, on va voir par la suite si le contenu il est généré dynamiquement. S'il y a une base de données relationnelle qui contient déjà les données, on va voir, avec une simple application Java, on va récupérer les données, on va générer des données en format XML. C'est ce qu'on va avoir après. Merci beaucoup, monsieur. Il n'y a pas de souci. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui, monsieur. Monsieur, s'il te plaît. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Ouais, donc, j'ai bien aimé la façon quand tu as expliqué le cours. Oui. Par contre, dans la partie de XSL, oui. J'ai pas bien recouvrir la totalité des choses parce que j'ai pas des notions sur l'HTML. Oui, voilà. Par exemple, oui, alors effectivement, pour ceux que par exemple qui voient XSL et à un moment donné ils vont regarder HTML, vous savez que HTML c'est la chose la plus simple à connaître, c'est obligatoire. Et donc si vous n'avez pas HTML, dans la semaine prochaine, vous allez commencer la technologie XML avec M. Daïf. Et c'est la technologie web. Vous allez encore reprendre HTML, etc. Mais à mon avis, il ne faut pas attendre jusqu'à ce que vous commencez la technologie web. HTML. HTML, vous prenez juste 3 heures de votre temps, vous regardez les balises de base. Et c'est des choses qu'effectivement il faut connaître. Parce que c'est vrai, quand vous manipulez XSL alors que vous n'avez pas les notions de HTML, là, on ne sait plus quoi, n'est-ce pas? Il y a un cumul de choses, donc ce n'est pas la chose la plus compliquée.
Mais pour XSL, ne vous inquiétez pas, c'est une partie, donc c'est comme si vous dites on n'a pas encore fait XSL. Parce que XSL, on va le faire en détail après, d'accord? Sauf que maintenant, pour le moment, c'est bien d'avoir cette démonstration pour voir déjà les notions de base. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà, alors maintenant on va s'arrêter à ce niveau-là. Donc, oui, il y a une question ici en classe. Oui. Quand on va voir le fichier que vous êtes en train de créer, Ce fichier-là? oui, l'ensemble des fichiers, les exemples. Ah donc. que vous avez fait. Oui, les fichiers, donc je vais vous les laisser, donc le Classroom, d'accord? Ok. Alors, mais le plus important, dans un premier temps, honnêtement, vous avez plus besoin d'individus que les fichiers. Pourquoi? Parce que quand vous reprenez chez vous, vous reprenez ce qu'on a fait, vous reprenez la vidéo, la démonstration, et vous installez Oxygène, vous essayez même de vous faire ça. Et vous les gardez de côté, surtout ne faites pas des copier-coller. Parce que si vous faites des copier-coller des fichiers, vous pouvez le faire juste pour comprendre des choses, mais si vous les maîtrisez, vous gardez les trucs de côté, vous le faites vous-même. Donc en tout cas, les fichiers, donc on va les mettre, je les mets toujours sur un repository GitHub, et vous allez trouver le lien des repositories GitHub le Classroom. Okay. C'est des ressources que je vais ajouter après. C'est bon? Hassan Jiddan. Barakallah alaikum. Allez, bon appétit, bon courage.